commencer sur la partie indicateur, sur notamment qu'est-ce qu'on peut produire comme indicateur, qu'est-ce qu'on peut diffuser en termes d'indicateurs, donc sur différents niveaux, hein. Ça peut être technique, fonctionnel, organisationnel, des indices de satisfaction, justement pour mesurer à la fois la qualité, l'implémentation, mais aussi mesurer finalement le taux de satisfaction des métiers sur le CRM. Donc peut-être que Thierry veut nous faire partager son expérience sur la question. Alors, tout d'abord, bien évidemment, les indicateurs, ça fait partie des choses clés dans un contrat de TMA. Par contre, il ne faut quand même pas oublier qu'un indicateur, par définition, ça indique. Donc, ce n'est pas le moteur de la TMA. Donc, je pense que c'est quand même un point de vigilance important parce que des fois, les gens passent plus de temps sur les indicateurs que sur le pur mode de fonctionnement. Donc, l'indicateur, vous avez besoin, dans une voiture, vous avez besoin de savoir combien vous roulez. Ça n'empêche que si le moteur ne tourne pas, ça ne sert à rien d'avoir une voiture. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu... Bon, néanmoins, je pense que c'est vraiment un élément important. L'indicateur, c'est clé, mais ça vient après le bon mode de fonctionnement de l'ensemble de la TMA. Donc, une fois que votre TMA, elle marche bien, que le moteur, vous savez que vous avez un moteur performant qui marchera, effectivement, il vous faut des indicateurs pour être sûr que vous allez à la bonne vitesse. Mais voilà, je pense que c'est le prérequis important. Le deuxième élément qui rend clé les indicateurs, c'est que l'indicateur a l'avantage de factualiser une situation. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que DSI, vous n'avez pas forcément besoin d'indicateurs très détaillés pour savoir que votre prestataire est ou n'est pas compétent. Mais le problème, c'est que le métier, les métiers, ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin d'éléments factuels. Et on a besoin de ces éléments factuels. Quels sont les délais de traitement? Quels sont les temps de réponse, etc. Donc, avoir ces éléments dans tous les différents domaines d'indicateurs, c'est effectivement des outils de communication très, très importants pour factualiser. Hein, les métiers, moi, je ne sais pas pour les vôtres, je serais intéressé, mais souvent ils sont très exigeants. Ils disent de toute façon ça ne marche pas bien, on peut jamais appeler, etc. etc. Là, maintenant je ne comprends pas, là j'ai un indicateur de satisfaction qui est vachement haut. Et dit bah oui d'accord, mais moi je ne réponds pas au sondage. Je dis bah tu ne réponds pas au sondage, comment tu veux que je m'améliore si je ne sais pas, donc, etc., etc. Donc je pense que ça donne une bonne mécanique, un bon mode de communication sur ces éléments-là. Donc c'est effectivement important d'avoir des indicateurs pertinents qui permettent de bien savoir le mode de fonctionnement, en sachant que c'est, pour moi, effectivement, la cerise sur le gâteau. Il faut aussi que le gâteau soit joli. Alors après, je ne sais pas, Daniel, si on peut parcourir un peu rapidement les différents types d'indicateurs, mais c'est pas le... Justement, en fait, ce que je voulais, c'est plutôt partager mon expérience. Donc, justement, sur les 10 années de projet TMA CRM, donc, suivant les clients, on a mis un certain nombre d'indicateurs en place. Tous ne sont pas possibles à mettre en place, mais donc typiquement sur une TMA, en termes d'indicateurs techniques, ce qui est important, c'est la disponibilité de l'application. Donc, alors évidemment sur les applications comme Salesforce ou les applications qui sont dans le cloud, donc bon, bah, évidemment l'éditeur gère la partie dispo, mais sur des TMA où on confie aussi l'exploitation, typiquement sur Siebel, à l'équipe. Donc on peut être amené à produire ce type d'indicateur. Il y a des indicateurs sur la durée moyenne, par exemple des interfaces et durée maximum. J'ai eu typiquement un client où il y a une interface qui, au début de la TMA, durait quelque chose comme 7-8 heures. Et un jour, ça dépassait 24 heures. Donc 25, 26, et c'était une interface journalière. Donc évidemment, ça a été exponentiel, donc ça a explosé. Donc typiquement, voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes à suivre. Ensuite, quand on est sur des applications mobiles où il y a des synchros, c'est aussi important de noter la durée des synchronisations en moyenne et maximum, notamment quand on a des problématiques multi-pays, puisque bon, en France, en général, on a une bonne couverture, mais moi j'ai eu l'occasion de déployer par exemple Siebel au Maroc, et effectivement, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on peut le croire. Donc, quand on fait des livraisons, par exemple, on ne peut pas se permettre de livrer n'importe quand. Donc, il faut prévoir en début de week-end et prévenir par exemple les forces de vente que ce week-end-là, il faudra connecter son PC quelques heures. En termes d'indicateurs fonctionnels, on a des indicateurs intéressants comme le taux de remplissage de l'application CRM. Donc, fonctionnel, c'est quoi? C'est est-ce que finalement mes utilisateurs utilisent vraiment l'application? Donc j'ai eu un client qui, par exemple, sur la fiche client, avait un rapport sur le nombre de champs qui étaient remplis.
C'était pas des champs obligatoires, mais c'était mieux de les remplir. Et ça, c'est des indicateurs sympas, moins sympas. C'est des indicateurs qui sont intéressants pour une DSI parce que souvent, c'est toujours à cause de la technique quand ça ne marche pas. Et c'est quand même bien d'avoir ce type d'indicateur en disant attendez, mais les données ne sont pas pertinentes. Donc c'est quand même pas mal d'avoir des indicateurs de ce type-là qui sont beaucoup plus métiers, beaucoup plus fonctionnels. Sur le fait, en disant attendez, une application pour qu'elle marche, il faut quand même qu'elle soit utilisée. Donc le point de départ, c'est d'avoir des données perspicaces. Et c'est souvent un problème d'ailleurs. Donc moi, ces indicateurs, j'aime bien parce que ça permet de mettre le débat un peu au même niveau avec les métiers. Ouais. Après, dans le fonctionnel, on peut aussi mettre des indicateurs liés à la qualité des données. Donc, par exemple, le taux de doublon. Donc, il y a des petits algorithmes qui permettent de détecter des doublons, par exemple sur les contacts, s'ils ont le même numéro de téléphone ou même adresse email. Donc, on sait détecter ce genre de choses. Et aussi, on a des indicateurs sur l'intégrité des données. Par exemple, est-ce que tous mes bons de commande sont liés à des activités, des visites. Enfin, suivant le métier, on peut aussi s'assurer que les utilisateurs suivent bien le process qu'on leur a imposé. Ensuite, en termes d'organisation, ce que j'ai appelé organisationnel pour une TMA, c'est plus le fonctionnement de l'équipe TMA. Donc, est-ce que la TMA, quand j'ai un ticket qui est ouvert, elle le prend en charge en respectant les SLA, donc les Service Level Agreement, qui ont été décidés au départ. Donc il faut aussi distinguer différents types de SLA. On en a pour les demandes de support, donc je téléphone, j'ai une question qui peut être par exemple sur l'utilisation de mon CRM. Donc là il faut des délais quand même relativement courts. Après on peut avoir des SLA sur la durée qu'on se donne pour corriger un bug ou la durée qu'on se donne pour prendre en charge une évolution, la chiffrer et la planifier dans une livraison. Parce que évidemment, ça aussi, ça peut faire partie soit du contrat, soit du PQP de la TMA, oui. Puisque on pense souvent à le faire sur le support, mais on pense moins souvent à le faire sur la correction des anomalies et les demandes d'évolution. Évidemment, on a tous les indicateurs sur ce qu'on appelle le backlog. C'est donc l'ensemble des tickets qui sont à traiter par la TMA. Donc généralement, il faut quand même suivre la courbe pour être sûr qu'il est stable ou qu'il descend. Et ça vous permet aussi de piloter un petit peu la charge de l'équipe. Donc si le backlog est important, on conçoit bien qu'il faut passer du temps sur la correction des bugs. À partir du moment où il est plus bas, on peut essayer de faire de la qualité, on peut essayer d'améliorer les performances. Voilà. Il y a d'autres sujets intéressants. Et enfin, alors, il y a un liste de satisfaction. C'est quelque chose que j'ai vu uniquement chez Michelin, pour le coup. Ce qu'on a réussi à le faire, c'est vraiment être capable de questionner un certain nombre de contributeurs clés du CRM sur leur satisfaction, sur un certain nombre d'éléments. Donc, est-ce que vous êtes content de la réactivité? Est-ce que vous êtes content de l'application? Est-ce que vous êtes content de votre CRM? Et faire bien attention à ce que ces indices soient relayés à tous les niveaux de l'organisation qu'utilise le CRM. Parce qu'on peut avoir un avis du siège qui va dire je suis content, j'ai plein de données dans mon CRM, qui est différent de l'avis par exemple du commercial qui est sur le terrain et qui lui, le fait d'avoir 50 onglets dans son CRM lui complique vraiment la vie. Donc c'est aussi important de savoir poser les questions, enfin d'être capable dans l'organisation dans laquelle on se trouve, d'identifier des personnes à qui on peut poser ces questions-là. Alors je sais pas si idéalement, il faut le faire avant la TMA, ou avant de démarrer la TMA, et puis après un an de TMA, pour voir effectivement l'évolution de la satisfaction. Je pense que c'est toujours un peu lourd à faire, mais c'est l'idéal, ça, de pouvoir faire surtout si on sait qu'au départ, la satisfaction est moyenne. Donc ça permet de montrer l'évolution positive de la satisfaction. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'en fait, c'est lié au slide d'après, qui est sur comment impliquer les métiers. Oui, c'est un peu lié. Ouais. Mais effectivement, c'est aussi une façon de les impliquer.